J'étais allongée dans une salle d'urgence, victime d'une hémorragie interne massive après un grave accident de voiture sur le périphérique. Mes mains tremblaient violemment alors que je composais le numéro de mes parents. J'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour veiller sur Léa et Louis pendant quelques heures, le temps que les chirurgiens tentent de me sauver la vie. Ce que j'ai reçu à la place, c'est un message sur notre groupe WhatsApp familial qui disait « Tu as toujours été une source d'ennui et un fardeau pour nous. On est en route pour le concert de Taylor Swift à l'Accor Arena avec Chloé. Débrouille-toi toute seule. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai contacté une agence de babysitting en urgence, j'ai payé le triple du tarif habituel, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai coupé les ponts, radicalement. Les mensualités de leur crédit immobilier, leur mutuelle santé haut de gamme, les factures de réparation de leur Peugeot, tout ce que je payais discrètement depuis 8 ans s'est envolé. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. En grandissant dans la maison des Morin, j'ai appris très tôt que l'amour parental fonctionnait selon un système de classement. Ma sœur aînée, Chloé, était la star incontestée. Elle avait 3 ans de plus que moi, une beauté naturelle et ce magnétisme qui faisait briller les yeux de nos parents dès qu'elle entrait dans une pièce. Quand elle a annoncé qu'elle voulait faire une école de stylisme à Paris, maman a pleuré de joie. Papa l'appelait ça, petite visionnaire. Quand j'ai dit que je voulais devenir médecin, papa a simplement hoché la tête en disant que c'était « pragmatique ». Voilà, c'était tout. Pragmatique. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis plongée dans les bouquins, j'ai majoré tous mes examens et je me suis battue pour intégrer l'une des meilleures facultés de médecine du pays. 6 ans d'externat, puis l'internat en cardiologie, un parcours de combattante. Le jour de ma remise de diplôme aurait dû être l'un des plus fiers de ma vie. Mes parents sont arrivés avec 2 heures de retard. Désolée ma puce, m'a dit maman sans vraiment croiser mon regard. Chloé avait un rendez-vous urgent avec un investisseur potentiel pour sa marque. On a dû l'accompagner d'abord. Pas de fleurs, pas de dîner de célébration, juste une photo rapide sur le parking avant qu'il ne reparte en trombe parce que Chloé avait besoin de soutien moral après sa réunion. Comparez cela au premier défilé de Chloé 3 ans plus tôt, toute la famille avait pris le train pour Paris, hôtel 5 étoiles, place au premier rang. Papa avait posté des dizaines de photos sur Facebook avec des légendes du genre « si fière de notre fille talentueuse ». Moi, j'ai eu une photo de parking et un « félicitations » du bout des lèvres. Je me disais que c'était logique. La mode est un milieu précaire, Chloé avait besoin de soutien. La médecine est stable, je pouvais me débrouiller seule. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que le favoritisme de mes parents n'était pas seulement émotionnel, il était financier, et c'est moi qui réglais l'addition. Tout a commencé il y a 8 ans, juste après mes premières années d'internat. Papa m'a appelé un soir, la voix serrée par l'embarras. « Clara, on est dans une impasse. L'échéance du prêt de la maison tombe et les temps sont durs ce mois-ci. Tu pourrais nous dépanner ? Juste cette fois. Juste cette fois. » J'ai viré 2400 € ce soir-là sans hésiter. C'était mes parents, c'était normal d'aider. Mais le « juste cette fois » est devenu « chaque mois ». Le crédit, puis leur cotisation de mutuelle à 800 € par mois quand l'entreprise de papa a fait faillite, puis les imprévus, les réparations de la toiture, la nouvelle chaudière. Je n'ai jamais dit non. Jamais. Quand je suis tombée enceinte des jumeaux et que leur père est parti au 5e mois, j'ai appelé mes parents depuis l'hôpital après un épisode de saignements inquiétants. J'étais terrifiée, seule, désespérée. « Oh ma chérie, on aimerait tellement venir », a dit maman. Mais Chloé est tellement stressée après sa Fashion Week à Milan, elle a vraiment besoin de nous en ce moment. Ils ne sont pas venus. Pas pour l'accouchement, pas pendant le premier mois où je ne dormais quasiment plus, jonglant entre l'allaitement de 2 nouveau-nés et mes révisions pour les examens de spécialité. Pourtant, les virements automatiques continuaient de partir de mon compte, 2400 pour la maison, 800 pour l'assurance, et tout le reste. Je tenais un tableau Excel, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de voir la réalité en noir sur blanc. Les chiffres étaient vertigineux, en 8 ans, environ 320 000 €.
Je n'ai jamais demandé de gratitude, je n'attendais pas de médaille. Mais je ne m'attendais pas non plus à être traité de fardeau par les personnes que je portais à bout de bras depuis presque une décennie. L'heure des comptes approchait, je ne le savais pas encore. L'accident s'est produit un mardi soir. Je rentrais chez moi après une garde de 16 heures. Mes paupières étaient lourdes, mais j'étais vigilante. Le feu est passé au vert, je me suis engagée dans l'intersection. Je n'ai jamais vu le camion. Il a grillé le feu rouge à 80 km/h. L'impact a pulvérisé ma portière conducteur. Le verre a explosé, le métal a hurlé. Le monde a tourné, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée dans une ambulance, une douleur atroce me transperçant l'abdomen. Un visage familier se penchait sur moi, c'était Marc, un urgentiste de mon hôpital avec qui je travaillais depuis 2 ans. « Clara, tu m'entends ?» Ma voix était faible, méconnaissable. « Marc, qu'est-ce qui se passe ? » « Tu as eu un accident. On t'emmène au bloc, on suspecte une hémorragie interne. » Le mot chirurgie m'a frappé comme un second choc. Mes enfants. J'ai agrippé son bras. Léa et Louis, ils sont avec la baby-sitter. Elle finit à 20h. Marc a regardé sa montre, il était 19h15. J'avais 45 minutes pour trouver quelqu'un pour s'occuper de mes enfants avant qu'on ne m'ouvre le ventre. D'une main tremblante, j'ai cherché mon téléphone. Du sang maculait l'écran alors que j'appelais mes parents. Ça a sonné 4 fois. La voix de papa était impatiente. « Clara, on est sur le point de partir, qu'est-ce qu'il y a ? » « Papa, j'ai besoin d'aide », j'ai balbutié entre 2 gémissements de douleur. « J'ai eu un accident, je pars au bloc. S'il vous plaît, veillez sur les jumeaux juste quelques heures. » Silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu des voix étouffées, le ton sec et agacé de ma mère, le rire de Chloé en arrière-plan. La ligne a coupé. Puis, mon téléphone a vibré, une notification sur le groupe familial. Le message venait de ma mère. « Clara, tu as toujours été une source d'ennui et un fardeau pour nous. On a des places pour Taylor Swift avec Chloé ce soir, on a prévu ça depuis des mois. Débrouille-toi toute seule. » J'ai lu le message 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Un second message de papa est apparu. « Tu es médecin, tu as l'habitude des hôpitaux. N'en fais pas tout un plat. » Puis Chloé, sans mots, juste un emoji qui rit. C'était tout ce que je valais pour eux, un emoji qui rit alors que je me vidais de mon sang dans une ambulance. Marc me regardait. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait voir mon écran. Sa voix était douce. « Clara, qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Je n'ai pas pu répondre. Quelque chose s'était brisé en moi, et ce n'était pas seulement ma rate. « J'ai besoin d'un téléphone avec Internet », ai-je murmuré. Il m'a tendu le sien sans poser de questions. J'ai cherché une agence de nounous d'urgence, j'en ai trouvé une disponible 24h24, j'ai expliqué la situation en phrases courtes et professionnelles. Oui, je paierais le triple. Oui, j'autorisais le paiement immédiat. C'était réglé en 4 minutes. Marc m'observait toujours. Tu peux prendre une capture d'écran de ces messages avant que mon téléphone ne s'éteigne ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête lentement. Bien sûr. J'ai fermé les yeux alors que l'ambulance arrivait à l'hôpital. La douleur était insupportable, mais elle ne venait plus seulement de mon ventre. Depuis ce lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras et la peur au ventre, j'ai pris la décision la plus facile de ma vie. L'opération a duré 4 heures, rate éclatée, hémorragie massive. Quelques minutes de plus et je n'aurais pas survécu. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, entre les perfusions et la morphine. Pas un appel de mes parents, pas un SMS, pas une visite. L'agence de nounou était chère, mais elle valait chaque centime. Ils se sont coordonnés avec ma baby-sitter habituelle, ont nourri et protégé Léa et Louis, m'envoyant des photos quotidiennes. Des inconnus prenaient mieux soin de ma vie que ma propre famille. Le 3e jour, j'ai demandé mon ordinateur portable. Mes mains étaient fermes quand je me suis connectée à mon application bancaire. 8 ans de virements automatiques me narguaient. 2 400 € le premier de chaque mois,
800 € le 15. Je les ai tous annulés. Un par un. Puis j'ai bloqué les numéros de mon père, de ma mère et de Chloé. Il n'y a pas eu de grand drame, pas de larmes, pas d'hésitation. C'était comme si je posais enfin un sac de pierres que je portais depuis si longtemps que j'en avais oublié le poids. Marc est passé me voir plus tard cet après-midi-là. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité, mieux. Pour la première fois depuis 8 ans, je me sens vraiment mieux. Il n'a pas insisté pour avoir des détails, il a juste hoché la tête comme s'il comprenait tout. Je savais que la tempête allait arriver. Mes parents allaient remarquer que l'argent manquait. Ils allaient hurler, pleurer, exiger des explications. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. 2 semaines après mon opération, j'étais enfin chez moi, je bougeais lentement, j'avais encore mal, mais j'étais vivante. C'était un samedi matin, je préparais des crêpes pour Léa et Louis. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable. Louis empilait ses cubes et Léa s'amusait à les renverser. Puis, on a frappé à la porte. 3 coups secs. Mon cœur s'est emballé. Si c'était mes parents, je n'étais pas prête. J'ai regardé par le Judas et j'ai eu le souffle coupé. Sur mon palier se tenait un homme d'une 70e d'année, les cheveux argentés impeccablement peignés, des yeux bleus perçants que je n'avais pas oubliés. Une posture qui portait encore l'autorité de ses 40 ans de carrière comme au magistrat. Grand-père Robert. Je ne l'avais pas vu depuis presque 3 ans. Mes parents trouvaient toujours des excuses pour nous empêcher de lui rendre visite, trop occupé, trop loin, trop fatigant. J'ai ouvert la porte et il m'a serré dans ses bras avec une telle force que ma cicatrice m'a élancée. « Clara », sa voix était rauque. « Laisse-moi te regarder. » Il s'est reculé, scrutant mon visage avant de baisser les yeux vers ma main posée sur mon abdomen. « Je sais tout », a-t-il dit calmement. Sylvie m'a tout raconté. Tante Sylvie, la sœur cadette de ma mère, la seule personne de la famille qui avait toujours ouvertement critiqué la façon dont mes parents me traitaient. Grand-père, il a levé la main pour m'interrompre. Tu n'as rien à expliquer. Mais j'ai besoin que tu viennes quelque part avec moi. Il a sorti de sa veste une enveloppe élégante, couleur crème. Une invitation. Mon 70e anniversaire, samedi prochain. Toute la famille sera là. Ses yeux ont croisé les miens. Et j'ai certaines choses à dire qui ne peuvent plus attendre. Grand-père Robert s'est assis à ma table de cuisine, regardant les jumeaux avec un sourire tendre. Ils l'ont adopté immédiatement. Il te ressemble tellement au même âge, a-t-il dit. Le même menton têtu. J'ai posé 2 cafés. Grand-père, comment as-tu appris pour l'accident ? Sylvie m'a appelé le soir même. Elle l'avait appris par un de tes cousins. Quand elle m'a dit ce que tes parents avaient fait, il s'est arrêté, la mâchoire contractée. J'observe ce manège depuis des années, Clara. La façon dont Martine et Jean-Pierre te traitent par rapport à Chloé. Je suis vieux, mais je ne suis pas aveugle. J'ai fixé mon café. Je pensais que j'imaginais tout ça, que j'exagérais. Pas du tout. Sa voix avait le poids d'un homme qui avait passé sa vie à démêler le vrai du faux. J'ai été juge pendant 40 ans. Je sais ce qu'est le favoritisme, je sais ce qu'est l'exploitation. Il s'est penché en avant. Dis-moi une chose. As-tu encore les traces des virements que tu leur as envoyés ? J'ai hoché la tête. Chaque virement, depuis 8 ans. Bien. Je veux que tu prépares un récapitulatif. Chaque paiement, chaque date, chaque montant. Pourquoi ? Parce qu'à ma fête d'anniversaire, devant toute la famille, j'ai bien l'intention que la vérité éclate. Ses yeux étaient calmes, ce n'était pas une vengeance mesquine, c'était un constat de fait. Et les faits ont une façon de parler d'eux-mêmes. Mes mains tremblaient. Et s'ils me détestent ? Ceux qui comptent vraiment ne le feront pas, a-t-il dit en me serrant la main. Et ceux qui le feront ne t'ont jamais mérité. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque confirmation de transfert.
8 ans de dossiers financiers organisés chronologiquement dans une chemise cartonnée. Le total était effarant. Tante Sylvie est passée me voir 3 jours avant la fête. Elle a feuilleté le dossier, son visage s'assombrissant à chaque page. 364 200 €, a-t-elle dit d'un ton plat. Clara, tu te rends compte? C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans de travail. Et ils ont osé t'appeler un fardeau. J'ai serré les poings. Je ne veux pas détruire la famille, Sylvie. Je veux juste qu'ils voient ce que j'ai fait. Tu ne détruis rien. Tu arrêtes juste de nourrir un mensonge. Ils ont construit leur confort sur ton silence. Tu n'as aucune obligation de continuer. Le soir de la fête, j'ai reçu un SMS d'un cousin, il paraît que ça chauffe entre toi et tes parents. Chloé raconte partout que tu es devenue instable depuis ton accident. Ils étaient déjà en train de créer leur version des faits, me faisant passer pour une folle pour se protéger. La maison de grand-père Robert était une magnifique demeure bourgeoise avec un immense jardin. Il y avait plus de 40 voitures garées. Toute la famille était là. Je portais une robe bleu marine simple, élégante mais sobre. Je n'étais pas là pour faire une scène, j'étais là pour la vérité. À l'intérieur, la fête battait son plein. Champagne, orchestre de jazz dans un coin, argenterie étincelante. Je les ai vus immédiatement près de la cheminée. Papa dans son plus beau costume, maman dans une robe de créateur, riant aux éclats. Quand ils m'ont vu, le rire de maman s'est éteint. Le visage de mon père s'est figé. Puis Chloé s'est approchée, glissant dans sa robe de luxe. Son sourire était parfait, mais ses yeux étaient de glace. « Oh, Clara, tu es venue. On a entendu parler de ton petit accrochage en voiture. Rien de grave, j'espère ?» J'ai soutenu son regard. Une rate éclatée et une hémorragie interne. J'ai failli mourir. Son sourire a vacillé. Maman a dit que c'était juste un petit choc. Maman n'était pas là, ai-je répondu en changeant Louis de bras. Aucun d'entre vous n'était là. Chloé a perdu son assurance une seconde, avant de me tapoter le bras avec une fausse sympathie. Enfin, tu as l'air bien maintenant, c'est l'essentiel. L'attaque a commencé 30 minutes plus tard. Je servais un jus de fruits aux jumeaux quand j'ai entendu la voix de Chloé, délibérément forte. Je suis tellement inquiète pour Clara, honnêtement. Elle parlait à un groupe de tantes. L'accident l'a vraiment secouée. Elle raconte des choses bizarres, elle a coupé le contact avec maman et papa sans raison. Je pense qu'elle fait une sorte de dépression. Maman a renchéri en s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle. On a tout essayé, les appels, les messages, elle ne répond plus. On pense qu'elle fait un burn-out de maman célibataire. Je sentais les regards pitoyables et les murmures dans mon dos. Je n'ai rien dit. Tante Sylvie s'est approchée de moi, ils préparent le terrain depuis une semaine, Clara. Ils essaient de te décrédibiliser avant que tu ne parles. Soudain, quelqu'un a tinté contre un verre. Grand-père Robert s'est levé. Même à 70 ans, il imposait le respect. Avant de continuer les festivités, j'ai quelques mots à dire. L'air est devenu lourd. Avant qu'il ne puisse continuer, mon père s'est avancé. Papa, attends. Sa voix était contrôlée. Avant que tu ne parles, je pense que la famille doit savoir quelque chose. Clara traverse une période difficile. Depuis son accident, elle est confuse, distante. Elle a coupé les ponts avec nous. Maman s'est avancée à ses côtés, on a toujours voulu que son bien, mais elle propage des mensonges terribles, disant qu'on l'a abandonnée. Elle prétend même qu'on a refusé de l'aider pendant son accident, ce qui est absolument faux. A ajouté Chloé. Les murmures de sympathie pour ses pauvres parents commençaient à monter. J'étais figée. Clara? Une tante s'est approchée. Ça va, ma chérie? Tes parents sont si inquiets. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'est alors que la voix de grand-père a retenti comme un coup de marteau de juge. Tu as fini, Jean-Pierre? La question était calme, mais glaciale. Mon père a bafouillé, je pensais juste que la famille devait savoir, la famille doit savoir la vérité, a coupé Robert.
Il s'est avancé au centre de la pièce. J'ai écouté vos inquiétudes. Vous avez brossé le portrait d'une jeune femme troublée. Maintenant, j'ai quelques questions. Jean-Pierre, une question simple, qui paie le crédit de ta maison depuis 8 ans? Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Quoi? Votre crédit. 2400 € par mois. Qui paie? C'est on paie nous-mêmes. Papa a jeté un regard désespéré vers maman. Grand-père a sorti la chemise cartonnée de sa veste. Vraiment? Parce que j'ai ici les relevés complets des virements du compte de Clara vers votre banque, chaque mois, pendant 96 mois consécutifs. Un murmure de stupeur a parcouru la salle. C'est un malentendu, a bégayé maman. Clara a proposé, on n'a jamais demandé. Je ne dis pas que vous l'avez forcé, a dit Robert calmement. J'établis simplement les faits. Laissez-moi partager quelques chiffres avec vous. La salle était plongée dans un silence de mort. Crédit immobilier, 230 400 €. Mutuelle et frais de santé, 76 800 €. Réparation, entretien, imprévu, environ 45 000 €. Cadeau en espèces pour les projets de Chloé, 12 000 €. Total, 364 200 €. Tante Sylvie a ajouté, pour situer, c'est plus que ce qu'une personne gagne en 10 ans au SMIC. Clara a fait ça tout en élevant ses jumeaux seuls et en finissant son internat. On pensait qu'elle allait bien, a crié papa. Elle ne se plaignait jamais. Elle gérait, a répété grand-père. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que vous lui avez appris que ses besoins ne comptaient pas. Un oncle au fond de la salle a lâché, putain, Jean-Pierre. 360 000 € et vous osez l'appeler un fardeau? Mais grand-père n'avait pas fini. Il y a une dernière chose. Il y a 2 mois, Clara a eu un accident grave. Elle se vidait de son sang. Depuis l'ambulance, elle a appelé ses parents car elle avait besoin de quelqu'un pour garder ses enfants quelques heures. Voici le message qu'elle a reçu de sa mère en guise de réponse. Il a ajusté ses lunettes et a lu, Clara, tu as toujours été une source d'ennui et un fardeau pour nous. On a des places pour Taylor Swift avec Chloé ce soir. Débrouille-toi toute seule. La salle a explosé d'indignation. C'est pas possible, a soufflé quelqu'un. Vous sortez ça de son contexte, a hurlé Chloé. Il n'y a aucun contexte qui justifie d'abandonner sa fille en urgence vitale pour un concert, a cinglé Sylvie. On ne savait pas que c'était grave, a crié maman en pleurant. Avez-vous seulement rappelé pour demander? A demandé grand-père. Êtes-vous allé à l'hôpital? Silence. La réponse est non, non et non. Des membres de la famille se sont ostensiblement écartés de mes parents. Maman s'est effondrée en sanglots, de vrais sanglots cette fois, laids et bruyants. Grand-père m'a regardé, Clara, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je n'avais pas prévu de parler, mais en voyant ma mère pleurer et le masque de Chloé s'effondrer, j'ai su que je devais le faire. J'ai confié Louis à Sylvie et je me suis avancée. Je ne suis pas venue pour me venger. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Je suis venue parce que pendant 34 ans, j'ai vécu avec une version de ma famille qui était un mensonge. Une version où j'étais la forte, celle qui n'avait besoin de rien. Je vous ai cru quand vous disiez que Chloé avait besoin de plus de soutien parce que son milieu était difficile. Mais cette nuit-là, dans l'ambulance, j'ai enfin compris. Je n'étais pas forte à vos yeux. J'étais juste pratique. Je n'étais pas fiable, j'étais exploitable. Et peu importe ce que je donnais, ce ne serait jamais assez pour que vous me voyiez comme vous la voyez elle. Mon père a tenté de parler, Clara, je n'ai pas fini. Je ne vous hais pas. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus acheter un amour qui aurait dû être gratuit. Le regard de l'assemblée était sans appel. Et maintenant? A demandé papa d'une voix brisée. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu es contente? Je ne suis pas contente, papa. Rien de tout ça ne me rend heureuse. Mais je ne suis pas désolée non plus. Pour la première fois en 8 ans,
la famille connaît la vérité. Pas votre version, pas celle de Chloé. La vérité. Chloé a tenté une dernière pique, c'est ridicule, tu nous fais passer pour des monstres. On est une famille, on s'entraide. Tu as raison, j'ai dit en me tournant vers elle. On s'entraide. Alors, où étais-tu quand j'étais enceinte et seule? Où étais-tu quand j'élevais des nouveau-nés tout en étudiant 15 heures par jour? Où étais-tu quand je risquais de mourir? Elle n'a pas eu de réponse. À partir de maintenant, je n'enverrai plus d'argent. Pas parce que je ne peux pas, mais parce qu'un soutien financier doit être un don, pas une obligation imposée par la culpabilité. J'ai besoin d'espace. De vrai espace. Pas de quelques semaines de reproches avant que tout recommence. J'ai repris mon fils. Je ne retiendrai pas mon souffle en attendant vos excuses. Mes parents sont partis tôt. Personne ne les a retenus. Personne ne leur a dit au revoir. Dans les jours qui ont suivi, le retour de bâton a été immédiat. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'appelaient pour s'excuser d'avoir cru les mensonges de Chloé. Le groupe familial a été supprimé. Plus significatif encore, mes parents ont été exclus des réunions de famille. Quand mon cousin a fêté ses 40 ans, ils n'ont pas été invités. Ils n'étaient plus les bienvenus. 3 mois plus tard, Sylvie m'a appelé, ils vendent la maison. Ils ne peuvent plus payer le crédit. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité. Juste une immense fatigue. Ils ont dû emménager dans le petit studio d'un oncle éloigné, à condition qu'il trouve enfin du travail. Papa a pris un emploi à mi-temps dans un magasin de bricolage, maman fait de la comptabilité pour une paroisse. Ils ont découvert ce que c'était que de vivre selon leurs propres moyens. Chloé, elle, a perdu ses contrats, la rumeur de son comportement s'est propagée dans son milieu. On récolte ce que l'on sème. Aujourd'hui, je vis dans un nouvel appartement près de l'hôpital. Les 3 200 € que j'envoyais chaque mois servent désormais au compte épargne-études de Léa et Louis. Ils ne porteront jamais le fardeau de quelqu'un d'autre comme je l'ai fait. L'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas une récompense pour avoir été utile. Et aucune somme d'argent ne peut acheter ce qui aurait dû être donné librement dès le départ. Je ne sais pas ce qui se passera avec mes parents plus tard, mais ma vie m'appartient enfin. Je ne suis plus un fardeau, je ne suis plus un portefeuille sur pattes. Je suis libre. Cette histoire est un témoignage poignant sur les dynamiques familiales toxiques et le poids du sacrifice mal reconnu. En France, la culture familiale est souvent centrée sur la solidarité, mais que se passe-t-il quand cette solidarité devient une exploitation financière et émotionnelle? Le personnage de Clara incarne la résilience de nombreux professionnels de santé qui, malgré des carrières exigeantes comme l'internat en médecine, continuent de porter leur famille à bout de bras. Le moment de la rupture, déclenché par l'indifférence cruelle de ses parents lors d'un accident grave, souligne une réalité brutale, on ne peut pas acheter l'amour ou le respect. Ce récit nous pousse à réfléchir sur l'importance de poser des limites, les fameuses boundaries, pour protéger sa propre santé mentale et celle de ses enfants. Le rôle du grand-père, figure d'autorité et de justice, apporte une conclusion nécessaire où les faits financiers viennent briser les faux récits. C'est une leçon de courage qui montre que choisir sa propre vie n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre place dans votre famille dépendait de ce que vous pouviez leur apporter plutôt que de qui vous étiez réellement? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous protéger? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même situation.